Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et coach professionnel. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien. Des outils et des concepts pour te libérer des conditionnements qui t'entravent, vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 62. Coronavirus, traverser la crise de la meilleure façon. Au moment où j'enregistre ce podcast, je pense à chacun de vous et je suis de tout cœur avec vous, quelle que soit votre situation. Chacun d'entre nous vit actuellement des situations très différentes. Entre ceux qui sont confinés chez eux, seuls ou avec des enfants, en télétravail ou sans activité, ceux qui au contraire ont une activité très dense, comme le personnel médical, que je salue ici, et les gens qui travaillent dans les grandes surfaces. Certains sont chefs d'entreprise et se font du souci pour l'avenir de leurs entreprises. Certains sont malades, ou font face à la maladie ou au décès d'un proche. Le monde entier est confronté à une crise sans précédent qui éprouve chacun de façon différente, en fonction des conséquences que cela entraîne pour sa vie. J'espère contribuer par cet épisode à vous aider à aborder ce bouleversement de vos vies de la façon la plus constructive pour vous comme pour vos proches. Chacun réagit aussi en fonction de sa personnalité, de ses croyances, de ses mécanismes de défense habituels, en fonction des pensées qui le traversent et des capacités qu'il a développées ou pas à vivre les événements en conscience. Nombre d'entre nous sont aux prises d'émotions très fortes, et notamment la peur liée à l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons. Peur de la mort, peur de la maladie, peur de manquer, peur du vide, peur de l'épuisement. Ce que j'aimerais, c'est que tu sortes de cette crise en ayant grandi, que cette crise soit l'occasion pour toi d'évoluer, de te rapprocher plus encore de la personne que tu es appelé à devenir, de développer de belles relations, d'accomplir de jolies choses, de donner plus de sens à ta vie. Et pour ça, je te propose une exploration en 4 temps. Premier temps, observer comment tu as réagi à cette crise jusqu'à présent. Deuxièmement, distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas et te concentrer sur ce qui dépend de toi. Troisièmement, visualiser la façon dont tu veux vivre ça, qui tu voudras être devenu à l'issue de cette crise. Et quatrièmement, saisir ce moment particulier pour acquérir plus de discipline personnelle. Voilà une semaine que le confinement a commencé. La première chose que je te propose, c'est de prendre un temps d'arrêt pour constater de quelle façon tu as vécu cette crise jusqu'à présent. Ce constat, je te propose de le faire avec bienveillance, honnêteté et responsabilité. Il ne s'agit pas de faire appel à la part hypercritique de toi. Ça ne doit pas être une occasion de te condamner, de te dire que tu es nul, que tu n'aurais jamais dû agir comme ça, ou ressentir ça, ou dire ça, ou penser ça. Il s'agit juste de t'observer pour mieux te connaître, te détacher de tes schémas de fonctionnement automatique et reprendre la main pour traverser cette crise de la meilleure façon possible. Face au danger, chacun de nous a une réaction primaire qui peut être de 3 types. La fuite, la paralysie ou le combat. C'est quelque chose de très archaïque en nous, lié à la part animale de nous-mêmes. C'est important de le savoir et d'être indulgent avec toi-même comme avec les autres par rapport à ça. Peut-être que certaines personnes de ton entourage n'ont pas les mêmes réactions primaires, ni les mêmes mécanismes de défense que toi, et que c'est difficile pour toi de les comprendre et que ça t'agace. Je t'invite à faire preuve de compassion et d'indulgence vis-à-vis d'eux, tout comme je t'invite à le faire vis-à-vis de toi-même. Si ta réaction primaire est de l'ordre de la fuite, il est possible que tu aies réagi par le déni, en minimisant ce qui se passait. Tu as peut-être réagi en refoulant tes pensées et tes émotions, en fuyant dans la consommation de vidéos, de réseaux sociaux, de jeux vidéo, en te réfugiant dans la nourriture, l'alcool, le tabac, la drogue. Si ta réaction primaire est de l'ordre de la paralysie, tu t'es peut-être trouvé comme dans un état de sidération, en te sentant totalement bloqué, incapable de réagir et d'appréhender les choses.
Si ta réaction primaire face au danger est le combat, tu es peut-être tombé dans l'agitation, la colère, la révolte par rapport à ce qui se passe, la tentation de penser que c'est la faute des autres, du gouvernement, d'un complot. Il est possible que tu te sois jeté à corps perdu dans la prise en charge des autres, en allant peut-être au-delà de ce qu'ils te demandaient, en méconnaissant leurs propres ressources, peut-être pour fuir ton propre ressenti et éviter de te mettre en contact avec ta propre détresse. En prenant du recul, tu vas pouvoir constater quels sont tes mécanismes de défense. Ils se mettent en œuvre bien plus fort dans les situations de stress telles que nous en vivons actuellement. Quelle que soit la manière dont tu as vécu les choses, c'est comme ça que tu aurais dû les vivre, puisque c'est comme ça que tu les as vécues. Il ne sert à rien de discuter avec la réalité. Mais il est très intéressant maintenant de faire un peu le bilan de tout ça. C'est l'occasion de développer la connaissance de toi et des circuits de fonctionnement automatique, pensée, émotion, action, qui se sont activés pour toi. Plusieurs outils que je t'ai présentés dans les épisodes précédents peuvent t'aider. Le premier outil que tu peux utiliser pour clarifier les choses, c'est le modèle de Brooke Castillo. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux écouter les épisodes 7 et 8, comment faire face à une situation difficile et comment changer les choses concrètement, qui explique en quoi consiste cet outil formidable. C'est un outil qui te permet de décomposer ce qui se passe pour toi quand tu vis une situation qui te fait souffrir, que tu trouves insatisfaisante, inextricable. Ça te permet de poser les choses pour mieux les comprendre et voir comment tu peux agir dessus. Ce qui peut t'aider aussi, si tu es aux prises avec des émotions très vives et désagréables, c'est d'utiliser l'outil « Les faits et le cinéma » que je te présente dans l'épisode 33 qui s'appelle « Tempête émotionnelle ». C'est un outil d'auto-coaching qui te permet dans toutes les situations où tu te sens envahi par des émotions difficiles de faire la part des choses pour distinguer ce qui constitue les faits observables, concrets, incontestables et tout ce qui relève des émotions, de nos interprétations, des histoires qu'on se raconte dans notre tête à propos des faits, qu'on va appeler le cinéma. Le but, c'est pas de vouloir faire abstraction des émotions, de les dénigrer, de les refouler, de les condamner. Le principe, c'est de démêler les faits et le cinéma pour pouvoir agir sur les deux aspects de la situation. Parce que chaque aspect du problème demande une attention différente, un traitement différent. Tu te poses un moment et tu te demandes dans un premier temps, quels sont les faits dans cet événement ? C'est-à-dire que tu vas lister les faits bruts, dénués de toute interprétation. Et dans un deuxième temps, tu vas te demander quel est le cinéma qui se joue dans ma tête autour de cet événement. Et là, tu vas noter toutes les interprétations que tu fais des circonstances, toutes les émotions que ça soulève en toi, tes peurs, ta colère, ta culpabilité, ce que tu imagines qu'il va se passer, à quel point c'est insupportable, difficile à vivre. Et tu y vas carrément. Tu te laisses exprimer et vivre tout ce que cet événement génère comme pensée et émotions difficiles. Quand tu as comme ça les faits d'un côté et le cinéma de l'autre, tu peux t'occuper de chaque aspect du problème séparément. En ce moment d'arrêt et de confinement, beaucoup de choses qui ont été ignorées ou réprimées pourraient émerger. Si c'est le cas, respire dedans. Ne les fuis pas. Il est temps de les rencontrer. Pour appréhender la dimension émotionnelle de ce que tu vis, je te propose d'écouter l'épisode 3, « Apprivoiser les émotions négatives », qui te donnera des pistes. Prends aussi le temps de te pardonner d'avoir vécu les choses comme ça jusqu'à présent, si tu n'es pas très fier de la façon dont tu as agi. Parle-toi comme si tu parlais à un enfant ou à ton meilleur ami, pour te soulager de ta culpabilité et de ta honte. Et n'oublie pas aussi de reconnaître tout ce que tu as déjà fait de bien par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être que tu travailles intensément depuis une semaine et que, même si tu n'arrives pas à faire tout ce que tu voudrais faire, tu as déjà accompli beaucoup de choses. Peut-être au contraire que tu as commencé à redécouvrir les vertus de la lenteur, que tu apprécies plus la douceur de vivre. Peut-être que tu appliques de façon remarquable toutes les consignes anti-contamination
que tu prends bien soin de tes proches, etc. Prends le temps de t'en féliciter, d'en ressentir de la fierté. Notre esprit a facilement tendance à nous présenter avant toute chose la longue liste de nos insuffisances et de tout ce qu'il nous reste à faire. C'est important de ramener de façon délibérée ton attention sur tout ce que tu fais de chouette. Tu peux aussi prendre le temps de ressentir de la gratitude. Sur ce sujet, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à écouter l'épisode 9, Cultiver la gratitude. La gratitude, c'est une émotion formidable à ressentir et dont les effets sont extraordinaires. Les neurosciences prouvent que pratiquer la gratitude au quotidien est un gage de bonne santé physique et relationnelle. Plusieurs études ont montré qu'une pratique quotidienne de la gratitude baisse le niveau de stress, améliore la qualité du sommeil, améliore les performances, génère un regain d'énergie, augmente les défenses immunitaires et fait chuter le risque de dépression. La gratitude renforce le lien de confiance et consolide les relations. La gratitude détourne l'attention du moi et la dirige davantage vers les autres. Elle te permet de te décentrer. Ça te soulage de la pression que tu te mets à force de te concentrer sur toi-même. Et ça t'ouvre à une relation chaleureuse au monde et aux autres. La gratitude renforce les comportements altruistes chez celui qui la reçoit et aussi chez celui qui l'exprime. Plus tu exprimes ta gratitude aux autres, plus ils t'apprécient, donc plus ils sont aimables, et plus tu as de raisons d'être reconnaissant. C'est un véritable cercle vertueux. Et puis, grâce à la magie de notre cerveau, plus tu prends l'habitude de porter ton attention sur les raisons d'être reconnaissant, plus tu en trouves. Cultiver la gratitude te permet de prendre l'habitude de diriger ton attention vers les choses heureuses de ta vie. Et tu ne peux pas ressentir en même temps de la gratitude et de la colère ou de la peur ou de la tristesse. Alors prends le temps de voir toutes les choses formidables que ton entourage a fait pour toi depuis le début de cette crise. Prends conscience de la chance que tu as de vivre ça dans un pays comme la France. Vois toutes ces petites choses qui constituent le miel de la vie et qui te sont offertes à tout instant. La deuxième chose que je te propose dans cet épisode, c'est de distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas, pour concentrer ton énergie sur ce qui dépend de toi. Là aussi, je t'invite à écouter l'épisode 34, ce qui dépend de toi. L'être humain a la fâcheuse tendance à vouloir contrôler les choses et notamment celles qu'il ne contrôle pas. Dans notre vie, il y a des choses qui relèvent de notre zone de contrôle et d'autres qui ne relèvent pas du tout. Et cette zone-là est une zone de préoccupation inutile. Chaque fois que tu mobilises ton temps et ton énergie sur cette zone-là, cette zone des choses que tu ne peux pas changer, tu risques de nourrir du ressentiment, de la frustration, un sentiment d'impuissance et de sentir une grande perte d'énergie. Une grande part de notre souffrance vient de notre tendance à nous focaliser sur ce qu'on ne peut pas changer, à lutter contre ce qui est, à se révolter et vouloir que ce soit autrement. À l'inverse, quand tu acceptes de ne rien pouvoir changer à ce que tu ne contrôles pas, c'est une vraie libération. Par rapport à cette pandémie, on peut penser que ça n'est pas normal, qu'il ne devrait pas se passer des choses comme ça dans le monde. On peut penser qu'il ne devrait pas y avoir de désastres, d'injustices, de virus. Mais ça n'est pas la réalité telle qu'elle est. Ça ne sert à rien d'argumenter avec la réalité. C'est important de se mettre en paix avec ça. On passe souvent beaucoup de temps dans les affaires des autres ou de l'univers, au lieu de porter notre attention sur nos propres affaires. Accepter ne veut pas dire approuver, cautionner. Simplement, tu acceptes que c'est la réalité telle qu'elle est. Certes, ce serait chouette que tout soit parfait, que les gens se comportent toujours avec nous comme on aimerait qu'ils le fassent, que nous n'ayons pas à vivre de décès d'êtres chers ou à subir la maladie. Mais les choses étant ce qu'elles sont,
À quoi bon se disputer avec la réalité telle qu'elle est, en voulant qu'elle ne soit pas ce qu'elle est? On est sûr de perdre à chaque fois. La meilleure chose que l'on ait à faire est de porter notre attention sur nos affaires, c'est-à-dire sur notre zone de contrôle, de responsabilité et de liberté, au lieu de passer notre temps à se concentrer sur les affaires des autres ou de l'univers en voulant que les autres et la vie soient autrement que ce qu'ils sont. Alors dans ce contexte du coronavirus, tu es aux prises avec des événements que tu ne maîtrises pas. Tu es obligé de changer tes habitudes. Tu subis peut-être une certaine promiscuité. Peux-tu développer ta capacité à être dans l'acceptation de tout ce que tu ne peux pas changer pour concentrer ton énergie sur ce qui dépend de toi? Reprendre la main sur la façon dont tu vis les choses pour réussir à être la personne que tu as envie d'être dans ce contexte-là. Ne pas te laisser embarquer par les circonstances, mais te connecter à la partie la plus élevée de toi-même. C'est la troisième chose que je te propose dans cet épisode. Une fois que tu as revisité la façon dont tu as vécu la crise jusque-là, et que tu as distingué ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas, je te propose de réfléchir à la façon dont tu voudrais vivre tout ça désormais. Connecte-toi à la partie la plus élevée de toi-même, c'est-à-dire à ta capacité de réflexion, d'analyse, mais aussi à ton âme, ta nature profonde, à l'amour. Tu peux d'abord faire un brainstorming en lançant en vrac et sans filtre sur papier toutes les idées qui te viennent sur ce que tu pourrais faire pendant cette période, ce qui te ferait plaisir, ce qui serait utile aux autres, ce que tu pourrais développer comme nouvelles compétences, nouveau savoir-être, compte tenu de la nouvelle situation de vie dans laquelle tu te trouves maintenant. Quel nouveau mode de relation tu as envie de développer avec les autres? Quel nouveau rapport au temps tu as envie d'adopter? Pense à toutes les choses que tu rêvais de faire habituellement, mais pour lesquelles tu te disais « je n'ai pas le temps ». Imagine où tu voudrais être à l'issue de tout ça. Quelles seront les relations avec tes proches? Quelles nouvelles compétences auras-tu développées? Quelles sont les choses essentielles pour toi que tu as perdues de vue et auxquelles tu veux prêter attention à nouveau? Tu peux prendre l'amour comme guide pour ta réflexion. J'ai fait 2 épisodes sur l'amour, l'épisode 5, Aimer, et l'épisode 30, Choisir d'aimer. L'amour a toujours raison. L'amour t'amène à poser l'action juste. L'amour nous incite à l'entraide, au partage. Il nous rend plus réceptifs à autrui. Il nous délivre du sentiment exagéré de l'importance de soi. Alors, laisse-toi gagner par cette émotion extraordinaire et pose-toi la question. Dans cette circonstance-là, que ferait l'amour? Cherche ce que tu peux faire pour aider les autres et que tu prendrais plaisir à faire. Contacter les gens de ton entourage que tu sais isoler. Apporter les courses à cette personne âgée que tu connais. Cuisiner de bons petits plats pour toute ta famille. Coudre des masques. Et n'oublie pas, l'amour est destiné aux autres, mais aussi à toi-même. Quelles sont tes sources de plaisir et de joie? Qu'est-ce que tu peux faire pour rire, t'émerveiller de la beauté du monde, te mettre en énergie, éprouver des sensations agréables, retrouver la joie d'être? Une fois que tu as fini ce brainstorming, tu peux faire une visualisation de la façon dont tu vas vivre cette période, de tout ce que tu auras accompli, de la personne que tu seras devenue. Une visualisation, ça veut dire non seulement voir ce qui se passe, ce que tu fais, de façon très précise, avec qui tu es, ce que vous vous dites, etc. Mais c'est aussi le ressentir dans ton corps, ressentir cette satisfaction, ce plaisir, cette joie, cette fierté, cet enthousiasme à accomplir de belles choses, à être la belle personne que tu aspires à devenir. La visualisation, ça te permet de ne plus vivre les choses de façon automatique, mais de créer de nouveaux circuits, pensées, émotions, actions, pour vivre les choses telles que tu le souhaites. Tu peux écouter les épisodes 51, Visualiser pour réussir, et tu peux aussi écouter la séance d'auto-hypnose, Visualisation de la réussite, méditation,
qui suit cet épisode. Nous vivons tous un moment de crise. L'étymologie du mot crise est intéressante car elle renvoie au double sens du mot. En latin médiéval, il signifie manifestation violente, brutale d'une maladie. Et en grec, il signifie jugement, décision. La crise correspond à un moment clé, à un moment charnière. C'est le moment ou jamais où tout doit se décider. La crise renvoie donc à la fois à la douleur et à l'opportunité. Un moment d'opportunité vécu dans la douleur. C'est le moment de voir ce qui est en train de naître sur ce qui est en train de mourir. C'est donc sans doute aussi le moment plus que jamais de s'interroger sur la société que nous avons envie collectivement de bâtir et de la façon dont chacun de nous avons envie de contribuer à ce nouveau monde. Le monde a besoin des talents de chacun, et aujourd'hui, tout particulièrement. Le monde de demain est à inventer. Il est en profonde mutation. Nous sommes confrontés à des enjeux sans précédent. Faire ce constat dans un premier temps, c'est effrayant. On peut avoir la tentation de se réfugier dans le déni, avoir envie de s'accrocher à l'ancien monde, ou sombrer dans le cynisme et se dire « après moi, le déluge ». Où on peut se sentir écrasé, se dire à quoi bon, et s'enfermer dans l'impuissance. Ou on peut choisir une autre voie et décider de faire sa part, décider de devenir acteur pour inventer le monde de demain. Les schémas sur lesquels reposait notre société jusque-là ne sont plus pertinents, et pour inventer le monde de demain, il me semble que c'est aussi à chacun de se réinventer. Tu peux régulièrement te poser la question « Qu'est-ce qui compte le plus pour moi, pour les autres, pour le monde ?» et t'y employer. Chacun peut contribuer à apporter quelque chose. Tout comme une crise personnelle peut être l'occasion de redonner un nouveau sens à sa vie, les énormes enjeux sociaux et environnementaux auxquels le monde est confronté peuvent être une chance de bâtir le monde que nous voulons vraiment. Comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et c'est vrai aussi bien de l'avenir que tu construis pour ta vie, que pour l'avenir que nous bâtissons tous ensemble pour le monde. Alors pose-toi la question, à quel monde rêves-tu ? Et comment peux-tu contribuer à le faire advenir ? Sur ce sujet, tu peux écouter l'épisode 25, Mission de vie. Une fois que tu auras clarifié et ressenti dans ton corps tout ce que tu veux vivre, tout ce que tu veux être et accomplir à l'occasion de cette crise et à l'avenir, il va s'agir de le mettre en œuvre au quotidien. Et ma 4e proposition, c'est de saisir ce moment particulier pour acquérir une discipline. La détermination et la discipline personnelle sont sans doute les plus puissants facteurs d'amélioration. Tu peux utiliser cette période particulière pour mettre en place de nouvelles habitudes et des rituels. Méditer, écrire tous les matins pour clarifier tes pensées, faire du sport, créer des rituels de partage en famille, créer de nouveaux rituels professionnels. Ce que je t'invite à faire, c'est d'abord de prendre le temps de réfléchir à tes failles en matière de discipline personnelle et de les noter. Choisis les 3 ou 4 de ces soucis qui te semblent les plus graves ou les plus urgents à traiter. Tu manges trop, tu ne parviens pas à te lever à l'heure, tu ne fais pas assez d'exercice, tu passes trop de temps devant la télévision, tu ne consacres pas assez de temps à ta famille, tu ne prends pas suffisamment le temps d'échanger avec tes collègues ou tes collaborateurs. Liste tous tes sujets d'insatisfaction et choisis-en 3 ou 4. Pour acquérir une discipline personnelle, il s'agit d'apprendre à tolérer l'inconfort. Une bonne partie de nos mauvaises habitudes provient simplement de notre incapacité à tolérer le moindre petit inconfort. On grignote pour conjurer la peur, la solitude ou la dépression. On perd son temps sur les réseaux sociaux pour ne pas se confronter à soi-même et au cours de ses propres pensées. On dépense pour ne pas prendre conscience du vide de sa propre existence. Apprendre à tolérer l'inconfort est un excellent exercice de discipline, permettant de s'endurcir à son propre rythme.
Il consiste à assouvir tes désirs un tout petit peu moins qu'à ton habitude. Tu peux frustrer légèrement, mais quotidiennement, le petit être immature et capricieux qui réside dans ta tête. Peu à peu, tu réussiras à le faire taire et tu te rendras compte que la frustration n'est pas une chose si grave que ça, qu'elle a rigoureusement l'importance qu'on accepte de lui accorder. Dès lors qu'on ne lui accorde pas d'attention, on s'en remet très facilement et sans séquelles. Pour développer ta discipline personnelle, il s'agit aussi d'accepter l'idée que tu vas échouer, de ne pas t'attendre à être parfait. Il ne s'agit pas de te montrer trop complaisant avec toi-même, mais plutôt d'analyser les causes de tes échecs. Qu'est-ce que tu as manqué? Pourquoi as-tu craqué? Ne cherche pas à t'en excuser, mais cherche à expliquer le phénomène, à comprendre les rouages de ton propre système, et surtout, à faire en sorte que la prochaine fois, tu échoues moins, voire pas du tout. Les rituels à mettre en place en priorité sont ceux qui touchent à la conscience, parce qu'ils facilitent le fait de suivre les autres règles. Écrire chaque jour pour clarifier ta conscience, méditer, mettre en place un carnet de gratitude. Procède par petits pas et félicite-toi de chaque réussite. Si tu veux te mettre à la méditation, par exemple, commence par méditer 10 minutes par jour. Il est préférable que tu réussisses à méditer 10 minutes par jour et que tu t'y tiennes, que de vouloir tout de suite méditer une demi-heure par jour et de laisser tomber au bout de 3 jours. Ces nouvelles habitudes, ces rituels auront besoin d'être ajustés au fur et à mesure que tu découvriras ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas. Tu vas peut-être oublier au début. Tu verras que c'est un processus d'apprentissage incroyable, en commençant à comprendre comment tu fonctionnes de mieux en mieux. Voilà, j'arrête cet épisode qui est déjà bien dense. J'espère qu'il pourra t'aider dans cette période difficile. Il ne s'agit pas forcément de tout mettre en œuvre et pas tout en même temps. Je te propose de te faire confiance pour mettre en œuvre ce qui te semble utile pour le moment. J'espère que ce moment de crise inédite sera l'occasion pour toi d'un retour à l'essentiel, un moment qui te permettra de reprendre ta vie en main, de redéfinir ce que tu veux vivre et être individuellement et collectivement. J'espère que ce sera l'occasion d'un grand mouvement de solidarité collective et d'entraide. Je suis de tout cœur avec ceux qui sont malades ou ont des proches touchés par le virus. Je vous envoie tout mon soutien. Je te laisse avec cette citation de Carl Jung. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe. Tu pourras aussi y télécharger le document « Les outils d'auto-coaching ». Envoie-moi un message à l'aide de la fiche contact du site si tu veux en savoir plus sur le parcours Libère ma vie. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de podcast de ton choix pour recevoir les épisodes gratuits. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Et si tu penses que cela peut être utile aux autres, partage sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt.